et des relations entreprises à l'Institut catholique de Paris. Alors, je modifie juste une petite chose, je lance l'enregistrement. Hop, voilà. Voilà, donc bienvenue au rendez-vous de la formation continue. Nous allons présenter aujourd'hui le parcours dirigeant, diriger et faire face à la complexité et à l'incertitude, donc avec Marc Grassin et Jérôme Gasquet. Bonjour Marc, bonjour Jérôme. Bonjour. Hem, alors nous allons, nous enregistrons cette webconférence de manière à pouvoir la rediffuser par la suite sur notre site et sur nos réseaux sociaux en replay. Nous avons désactivé les caméras et les micros, d'une part pour préserver, votre anonymat et puis également pour, éviter les perturbations sonores, pendant la présentation. Vous pourrez de toute façon poser vos questions dans le fil du discussion. Surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, au fur et à mesure de la présentation. Alors, je commence par vous présenter, les intervenants aujourd'hui. Donc, il s'agit de Marc Grassin, qui est enseignant-chercheur à l'ICP, philosophe. Il est directeur et cofondateur de l'Institut Vaugirard Humanité et Management. Et Jérôme Gasquet, qui est entrepreneur et coach de dirigeants, également cofondateur de l'IVHM. Et donc, moi, je me suis déjà présentée tout à l'heure. Je vais vous parler un petit peu très rapidement de l'ICP, des domaines de formation, de qui nous sommes de manière générale avant de laisser la parole aux intervenants. Donc, l'ICP, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Nous sommes évalués par le HCRS et nous sommes labellisés Qualiopi. Donc, nous avons 3 campus, donc un campus parisien, un campus à Reims depuis 2 ans et à la rentrée prochaine, ouvrira un nouveau campus à Rouen. Hop, voilà. Donc, l'Institut catholique de Paris, c'est 10 000 étudiants chaque année sur le campus, dont un tiers des étudiants viennent de l'étranger. Donc, on propose 26 licences, 26 masters, 15 prépas et 6 doctorats et nous avons 135 universités partenaires dans 35 pays. Donc l'Institut catholique de Paris est composé de facultés et d'instituts, autour, des domaines, des sciences humaines et sociales, de droit et des humanités. Donc les 6 domaines principaux, ça va être solidarité, interculturalité, le management, développement durable et la RSE, les ressources humaines, médiation, QSE, l'éducation et pédagogie, l'éthique et la santé et enfin la théologie, laïcité et religion. Donc la formation professionnelle à l'ICP, alors il faut savoir que l'ICP répond à sa mission d'utilité sociale en proposant une offre de formation continue, conçue en collaboration étroite avec le monde du travail sous toutes ses formes. Cette offre vise à favoriser tout au long de la vie, l'accès au savoir des chercheurs, des universitaires et des experts pour éclairer les acteurs économiques et les aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain de manière à faire face, aux conséquences des profondes révolutions technologiques, économiques, politiques et environnementales auxquelles toutes les organisations sont confrontées. Donc c'est surtout une offre engagée à soutenir les acteurs socio-économiques, à assumer un management, humain et responsable et à développer les compétences nécessaires à la prise de décision stratégique et à la mise en place d'une gouvernance éthique, responsable, solidaire et écologique. D'ailleurs, notre signature est «L'esprit grand ouvert sur le monde». Donc voilà, donc pour vous donner quelques chiffres, c'est aussi 640 pardon, enseignants-chercheurs, 50 sont issus du monde professionnel. Nous avons un réseau de 5 bibliothèques, des formations en présentiel et en distanciel et en hybride, des formations associant les apports théoriques et la pratique et enfin des équipements et matériels pédagogiques adaptés pour pouvoir, vous former. Plus précisément, donc la formation professionnelle, c'est 2 500 stagiaires par an. Nous avons 2 masters et une licence pro en apprentissage. 30 des masters, sont de la reprise d'études. Nous avons 4 titres RNCP et 3 certifications inscrites au registre spécifique, 30 diplômes universitaires compatibles avec une activité professionnelle, des formations professionnelles courtes et sur mesure
Et nous avons également 2 chaires, en commun avec, 2 grandes écoles. Donc, la chaire ICP ESSEC, Entreprises et biens communs, qui propose de la recherche pluridisciplinaire autour de la notion de biens communs appliqués aux entreprises. Et la chaire numérique et citoyenneté, née en 2019 d'un partenariat avec l'ICP et l'ISEP, École d'ingénieurs, autour du projet, de mettre le numérique au service de l'homme. Donc elle va développer des recherches transversales, stimule, des enseignements pluridisciplinaires en associant les étudiants, les enseignants, les doctorants, et les pros du digital également et les partenaires socio-économiques. Donc voilà pour, cette, présentation rapide. Je vais donc, de ce pas, laisser la main à, Marc, et Jérôme. Donc, merci, Marc et Jérôme d'être venus, présenter cette formation. J'arrête le partage et je vous donne la main. Ok, merci Katia. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette présentation. Ce qu'on vous propose, c'est pas une présentation formelle, hein, c'est plutôt l'occasion au fond d'une rencontre de ce qu'est l'esprit de l'Institut Vaugirard sur lequel on va revenir et qui va impacter assez fortement le programme dirigeant qui s'appelle Faire face à la complexité et à l'incertitude. Alors, l'Institut Vaugirard Humanité et Management, ça, voilà, c'est important de le qualifier parce qu'on l'a créé avec Jérôme il y a 10 ans. 10 ans. Ouais. Voilà. C'est parti au fond d'une. Et l'histoire est toujours importante hein, pour comprendre un peu le sens des formations. C'est parti au fond d'une conviction et d'une rencontre. D'abord, Jérôme, qui est un homme d'entreprise, et moi qui suis un académique, mais en fait, on avait des appétences réciproques sur la nécessité de, aujourd'hui, plus que jamais, de faire résonner à la fois la prise de distance, la prise de recul théorique, réflexive et la réalité opérationnelle. Alors moi, je suis un pharmacien de formation, hein, donc la question du rapport à la clinique, au réel, était quelque chose d'important. Et Jérôme et moi, on a donc du coup cette double, au fond, intérêt. Et en se rencontrant et en essayant de décrypter un peu ce qu'étaient les besoins aujourd'hui du monde de l'entreprise, et en particulier des dirigeants, ben voilà, on s'est fait une feuille de route et on s'est dit ce qui est nécessaire aujourd'hui pour des hommes et des femmes qui sont en situation de responsabilité, alors dirigeants ou cadre supérieur dirigeant, enfin peu importe, ou manager, hein, c'est vraiment à la fois analyser le réel qu'ils rencontrent, les tensions qu'ils rencontrent, et puis faire un pas de côté, au fond, se nourrir d'une réflexion, on pourrait dire, pas directement portée par un intérêt de performance opérationnelle, mais donc d'aller regarder du côté de l'anthropologie, la philosophie, l'histoire, la culture, et puis voir comment ça, ce passage distancié par les sciences humaines et sociales, au sens large du terme, ce qu'on a appelé les humanités avec un S, hein, permet peut-être de lire autrement un peu sa réalité opérationnelle et de voir comment l'un va pas sans l'autre et l'un nourrit l'autre et réciproquement. Voilà. Et du coup, quand on a créé l'Institut Vaugirard, une intuition. Ouais, c'était une intuition à la base, avec l'idée qu'on a besoin de deux pieds, au fond, de ces deux pieds, le réflexif et le concret, pour pouvoir avancer et accompagner la transformation du monde dans lequel nous sommes. Alors, Jérôme vient de dire que c'était une intuition partagée, mais on s'est dit, notre intuition ne suffit pas, il faut qu'on la partage avec des dirigeants d'entreprise. Et on a réuni un certain nombre de DRH complices de grands groupes qu'on connaissait pour dire, ben voilà, est-ce que cette intuition, vous la ressentez, vous, au quotidien de votre activité? Est-ce que les dirigeants, les managers dont vous avez la responsabilité et la charge, est-ce que vous sentez ce besoin au fond et peut-être même cette appétence à prendre du recul? Et on a monté avec eux la première version du programme qu'on est en train ici de présenter, qui s'appelle Diriger et faire face à la complexité et l'incertitude. Et ça, il y a 10 ans. Et le programme n'a cessé depuis 10 ans d'être donné. On a formé peut-être déjà une bonne centaine de dirigeants qui ont suivi ce programme-là.
Il a évolué évidemment au fil des années avec des aménagements. Mais le point qui est assez important, on va venir un peu sur le contenu et le format. Le point qui est un peu important, c'est que l'intuition partagée avec ces DRH il y a 10 ans a été, on pourrait dire, assez précurseur, parce que maintenant, dans toutes les formations, on entend parler de complexité et d'incertitude. Il y a 10 ans, on n'en entendait pas parler. Et ça, on est plutôt assez content. C'est que c'est vraiment la thématique qui a surgi. Et la crise Covid est venue au fond renforcer cette nécessité de travailler ce que la complexité et l'incertitude du monde contemporain, dans les transformations, dans les inputs, l'inattendu qui surgit, ben, ça transforme au fond le rôle, la manière de diriger. Voilà. Et donc ça, c'est le cadre un peu historique hein, qui permet de comprendre ça. Alors, peut-être tu rajoutes hein, des choses. Alors, le programme tel qu'il est aujourd'hui, c'est un programme qui est conçu pour donner une respiration aux personnes qui le suivent. C'est-à-dire que c'est un programme qui se déroule en 7 séances, sur des séances de 3h30, 4 heures, à globalement un mois d'intervalle chaque séance. Donc, c'est un programme qui se déroule sur 7 mois. C'est volontaire parce que ça permet une sorte de respiration si on part du principe que on a besoin aujourd'hui pour des hommes et des femmes qui sont en responsabilité d'avoir retrouvé du souffle au fond et de l'inspiration dans leur métier, dans leur rôle, dans leur manière d'accompagner, leur manière de penser leur réalité. Alors, bah, il faut un temps de maturation. Donc, c'est un programme, ce n'est pas une formation au fond qui va décliner simplement des idées. C'est un programme qui va travailler avec les dirigeants qui suivent ce programme, qui va travailler au fond à leur propre posture dans l'exercice de leur responsabilité et de leur métier. Ça, c'est un point tout à fait central. Le deuxième élément, c'est le format. Alors, je vais donner un peu le format, mais évidemment, il n'est pas complètement absolu, mais l'idée, c'était de dire, on travaille, chaque séance est une séance qui va travailler avec l'idée d'avoir d'abord un point d'entrée par les humanités qui va permettre de décaler et sortir de l'immédiateté des urgences du business, de l'opérationnel, de la performance, etc. Et du coup, la plupart des séances commencent par la lecture d'un texte, alors plutôt philosophique ou culturel, mais en tout cas un petit texte que les participants ont d'ailleurs un peu à l'avance pour pouvoir le lire tranquillement chez eux. Et la séance va commencer par, les séances commencent toujours par une relecture personnelle et en groupe de qu'est-ce que je comprends du texte, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce que ça résonne en quoi, qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce que je comprends, etc. Et à partir de ça, ça donne une matière au fond à la séance, une espèce de sol, hein, de première réaction, et l'intervenant du jour de la séance va pouvoir reprendre ça et thématiser à partir de ça et nourrir à partir de sa réflexion et apporter au fond un certain nombre d'éléments, de concepts, de réflexion, qui du coup va donner matière. Donc il y a toujours un premier temps qui est un temps de réflexion personnelle et de partage entre pairs. Et ça, c'est extrêmement important parce que cette formation-là n'est pas top-down, mais elle est vraiment un travail des participants entre eux, entre pairs, pour pouvoir avancer, nourrir, ouvrir des perspectives, des leviers, des interrogations, des tensions, etc. Et puis ensuite, il y a une dominante dans la séance qui va être une dominante réflexive, évidemment en dialogue avec tout le monde, mais quand même réflexive. Et puis, il y a un troisième temps qui est plutôt un temps de résonance opérationnelle. Au fond, ce qu'on vient de travailler, ce qu'on vient de regarder, on vous en donnera quelques exemples, mais ce qu'on vient de travailler, en quoi c'est pertinent dans le quotidien de mon métier, quoi, de mon activité, de mon entreprise, de mon écosystème, de mes réalités, etc. Dit autrement, faire jouer la résonance. Est-ce que ça éclaire? Comment ça l'éclaire?
qu'est-ce que ça ouvre comme perspective, qu'est-ce que ça ouvre comme piste, etc. Et du coup, avec la possibilité d'identifier un certain nombre de leviers, alors à la fois des leviers qui pourraient être communs entre les gens, mais aussi des leviers surtout personnels. Qu'est-ce que je retiens au fond et qu'est-ce que je pourrais éventuellement, à partir de cette séance-là, me dire, qu'est-ce que je pourrais expérimenter au fond entre les deux séances. Donc, il y a une dimension aussi expérientielle. Hein. C'est-à-dire que les séances consistent à cranter un certain nombre, moi j'aime bien ce terme-là, mais à cranter un certain nombre de pistes et de leviers, de les tester et voilà, de progresser au fond peut-être dans, dans la compréhension et l'action de ma responsabilité. Du coup, j'ajoute quelque chose. Du coup, cette formation-là, vous voyez bien la manière dont je la décris. Enfin, j'espère que c'est compréhensible, mais c'est une trajectoire au fond. C'est pas, c'est un cheminement. On entre par ce que l'on est, évidemment, avec ses réalités. On côtoie d'autres dirigeants, d'autres managers avec des interrogations communes ou des interrogations différentes. On les nourrit par les sciences humaines et sociales et on revient au fond sur le geste euh, que je pourrais éventuellement mettre en œuvre, changer ma pratique, changer ma posture, confirmer ma pratique, confirmer ma posture. Enfin voilà, en tout cas, il y a ça qui est en jeu. C'est une trajectoire et un chemin. Voilà. Et on a l'habitude avec Jérôme de dire que c'est un chemin commun parce que le plaisir que nous avons, Jérôme et moi, à conduire cette formation-là, c'est que on chemine on aussi. chemine nous aussi. Voilà. Et c'est un travail commun. Donc, c'est une expérience commune pour essayer de mieux comprendre les réalités, la réalité dans laquelle nous sommes. Et sans démagogie aucune, hein, nous cheminons, Jérôme et moi, autant que les participants cheminent. Je le dis, alors, sur parole ou pas, mais c'est pourtant, c'est quand même ça qui est la marque de fabrique de l'esprit de l'Institut Vaugirard. Alors, les intervenants, c'est Jérôme et moi, en grande partie. On est un peu sur toutes les séances, qui est une manière d'accompagner la trajectoire de chacun. Hein, donc, il y a une sorte de compagnonnage aussi dans ce programme-là. Et puis, il y a des intervenants extérieurs qui sont des universitaires et chercheurs qui vont animer de manière un peu plus spécifique quelques séances. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une continuité, hein, ce qui fait que Jérôme et moi, on peut tracer au fond la mémoire de ce qui a été dit dans les séances et nourrir au fond la continuité. Alors, j'évoque d'emblée la fin du parcours parce que ça peut paraître curieux d'évoquer d'emblée la fin du parcours, mais elle est assez indicative. La proposition de ce parcours, c'est de dire on entre avec ce qu'on est, avec ses questions, etc. Et à la fin du parcours, il s'est passé des choses et on a sans doute bougé sur un certain nombre de compréhensions, de positions, d'idées et de manières de faire, etc. Et la fin du parcours est un travail de relecture. La dernière séance est un travail de relecture au fond de tout ce qui s'est passé. Chacun a sa mesure, chacun a son envie aussi, et on partage ce travail de relecture. Et ça, c'est extrêmement riche parce que ça permet d'identifier et de repérer pour chacun ce qu'il retient au fond et ce qui change, dans cette expérience et cette trajectoire, ce qui lui a permis de changer de regard, peut-être en partie, hein, de tourner un peu le regard, donc de sortir de ces évidences de pratique, de sortir de ces précompréhensions, de ces idéologies, de ces contraintes, de ces tensions, peut-être pour faire autrement et autre chose. Et la dernière séance consiste à cette relecture avec la production par chacun d'un écrit. On est assez sensible à la question de l'écrit parce que dans le monde de l'entreprise, on écrit beaucoup, mais des rapports où on écrit vite, etc. Il n'y a pas beaucoup le temps de se poser, le temps de lire. Là, cette trajectoire consiste à se poser, lire et à la fin d'écrire quelque chose de soi dans ce parcours-là. Et c'est une expérience assez forte parce que se poser
devant une feuille blanche en se disant qu'est-ce que je vais là dire de ce que j'ai vécu et ce qui s'est transformé dans le compagnonnage commun dans ce programme-là, ben, c'est une expérience forte pour chacun, pas toujours facile, etc. Et dans cette dernière séance, ces écrits-là sont partagés ou pas selon le désir des participants, mais ils sont en tout cas l'occasion, si les textes ne sont pas partagés, il y a ce temps d'échange à partir de ce que les gens auront quand même travaillé. Et là aussi, ça permet de renourrir au fond un esprit commun autour de ce qui s'est vécu. Donc j'ai évoqué la fin, hein, mais la fin est capitale hein, pour la compréhension du parcours. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux peut-être éventuellement reprendre la main sur deux, trois sujets. En effet, le sujet à l'origine, c'était une intuition que le monde devenait tellement complexe qu'une prise de recul était nécessaire. Et notamment pour de plus en plus, j'allais dire, non pas uniquement j'allais dire parce que ce qui est en train de devenir le monde, mais aussi parce que plus on monte dans les organisations, plus on voit que la prise de décision est quelque chose de complexe. Et donc, ce qu'on a voulu, en effet, c'est par la prise de recul anthropologique et philosophique, c'est permettre en fait à nos dirigeants de réapprendre à penser. Et ce qu'on a, au bout de 10 ans, on remarque quand même que, j'allais dire, et c'est toujours ce qui un peu nous émerveille, c'est que les gens ont repris une certaine forme de sérénité, de façon de voir, j'allais dire, plus légère, en fait, quelque chose qui était perçu comme étant un peu lourd et un peu complexe. Et c'est vraiment ce sur quoi on essaie de travailler, c'est-à-dire c'est comment en fait on fait bouger nos représentations du monde, comment on fait bouger la représentation du rôle qu'on a en tant que manager, en tant que dirigeant, et puis comment on ajuste sa posture. Parce que ce on a découvert pendant 10 ans, c'est que on pouvait cramer une énergie absolument incroyable en n'ayant pas la bonne posture. Et donc en fait, on essaie en fait d'avoir une lecture du terrain de jeu sur lequel on est en tant que dirigeant un peu différente et de voir comment en fait on peut s'ajuster à la fois dans sa posture d'homme ou de femme, mais également dans sa posture de dirigeant ou de manager. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va travailler sur trois dimensions. La dimension du citoyen, enfin, j'allais dire, chacun d'entre nous, on est à la fois un citoyen ou une citoyenne, on est à la fois un professionnel et puis on est aussi une personne, avec une vie sociale, une vie personnelle, et on essaie tout de suite en fait de se positionner sur ces trois fondamentaux-là et d'essayer de les travailler tout au long de la formation, parce que même si on est la même personne, j'allais dire, la façon dont on habite ces trois dimensions j'allais dire, être un peu différente selon les cas et selon les circonstances. Ce que vous avez bien compris, bien sûr, c'est cette itération en permanence entre l'expérience managériale ou du dirigeant avec la pensée. Et j'allais dire, je reprends le terme un peu de Marc, c'est que c'est vrai que plus que des formations, alors bien sûr, il y a des apports qui sont le fruit de nos expériences, de notre recherche, d'intervenants extérieurs, mais aussi c'est de nourrir l'expérience et la pensée en fait de façon itérative. Et que ça permet de prendre ce recul en fait qui permet de changer un petit peu la façon dont on perçoit notre environnement et dans notre rôle, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est essayer de se dire cette complexité qui émerge, cette incertitude qui émerge et qui est devenue une banalité aujourd'hui, elle nous appelle à penser, à repenser avant de décider et d'agir. Et entre le décider, entre le penser et le décider, il y a le partage. On est assez convaincu que de plus en plus, le manager et le dirigeant a besoin de devenir un pédagogue, parce que les gens ont besoin de comprendre en fait le pourquoi d'un certain nombre de décisions, la façon en fait dont est menée une équipe, une organisation. On voit bien que les gens aujourd'hui ont besoin de comprendre le pourquoi des choses, et donc que le dirigeant a besoin d'avoir une forme de pédagogie, à la fois de lecture du monde et de pédagogie, qui l'aide à assumer son rôle et à le vivre de façon plus sereine. Et donc, on va travailler sur toutes ces dimensions-là.
et c'est vraiment le fil conducteur de ces 7 séances, c'est ça, 7 séances du parcours. Alors, et pour compléter, j'allais dire, on a formé dans le cadre de la simple formation FACI, en effet, peut-être une centaine de dirigeants et de managers, beaucoup de dirigeants, de mondes très différents, du monde du social, des mondes du soin, des mondes de l'entreprise et des grands groupes, du monde de la PME et de l'entreprise de taille intermédiaire. C'est assez riche. Euh, et, euh, et l'idée qu'on a derrière tout ça, c'est de pouvoir justement parler à tous ces gens-là. Et c'est justement, enfin, comme disait Marc, là, cette séance de travail, par justement une mixité des profils et des origines et parfois des milieux professionnels, permet de faire émerger des choses assez fortes. Euh, Par exemple, après je vais repasser la parole à Marc. Je me souviens d'un dirigeant une très grosse organisation dans le domaine du soin qui, confronté au Covid, a dû, avec son CODIR, repenser en fait les instructions et revoir les instructions qu'il recevait en fait du ministère pas de l'éducation, de la santé, pardon. Et donc jusqu'où en fait il fallait appliquer ou pas appliquer en fait les instructions données par le ministère de la Santé. Vous voyez, en fait, donc des choses qui engagent de façon assez forte à la fois sa propre posture, mais aussi sa responsabilité pénale dans certains cas. Donc voilà, cette diversité nous permet en fait de mettre au milieu de la table des choses qui parfois sont très fortes parce qu'elles engagent non seulement la personne, mais également sa responsabilité de dirigeant ou de manager. Voilà les quelques éléments que je voulais un petit peu partager avec vous pour compléter ce que Marc oui, il y a deux choses du coup en complément de mon complément. De ton complément. Le premier élément, c'est que ce programme est interdisciplinaire. Pardon, interdisciplinaire, mais surtout interentreprise. Et ça, c'est très, très important. Ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, si on est dans une même entreprise. Les problématiques dans ce cas-là sont assez similaires. La parole n'est pas tout à fait forcément la même, etc. On a des programmes intra-entreprises qui sont des déclinaisons de ce programme-là, dans des grands groupes en particulier. Donc voilà, donc c'est parce qu'un certain nombre de gens qui ont suivi ce programme-là ont trouvé que ça allait être pertinent de le faire dans leurs propres unités, et donc on a une déclinaison. Mais là, dans ce programme-là, c'est la richesse au fond de l'interentreprise, des réalités différentes avec donc du coup des problématiques différentes et en même temps des problématiques croisées qui sont similaires. Donc ça, c'est très, très riche de ce programme-là. Deuxième élément, et Jérôme l'a évoqué sur la question de la complexité et de l'incertitude, au fond, et c'est un peu le point d'entrée de ce programme-là, ça va être d'identifier les tensions dans lesquelles les uns et les autres nous sommes pris. Il y a des contraintes, hein, mais les contraintes ne sont pas simplement quelque chose de négatif. Hein. Des contraintes, c'est d'abord le fait d'être pris en tension par de multiples injonctions, à la fois de la performance organisationnelle, humaine, etc. Et l'identification des tensions est quelque chose qui est un point d'entrée important, parce que tout ce qui n'est pas dit, au fond, n'existe pas d'une certaine manière. Tout ce qui n'est pas dit crée quelque part des risques importants. Donc il y a un enjeu de travailler les tensions et de les nommer. Voilà. C'est assez salvateur d'une certaine manière de pouvoir nommer les tensions, parce que on arrive du coup peut-être à mieux se positionner au fond dans cette affaire-là, et peut-être reprendre la main parfois sur quelque chose où j'ai le sentiment d'être dépassé, débordé, instrumentalisé, etc. Voilà. Donc il y a un travail d'identification, de cartographie au fond de ces tensions-là, qui est un premier élément, et tout le long du parcours, au fond, dans le travail, on pourrait dire coopératif, collaboratif de chacun des participants, ces tensions-là sont creusées. Ça, c'est l'élément. J'ai vu qu'il y avait une question sur les convictions religieuses, sont-elles prises en compte dans le parcours? Oui, pourquoi pas. Enfin, c'est-à-dire que nous, on n'est pas sur un parcours qui
traitent de manière spécifique des convictions religieuses. Les gens qui viennent ne sont pas d'ailleurs du coup nécessairement d'une appartenance ou d'une obédience religieuse. On ne le sait pas d'ailleurs du coup, et ça ne nous intéresse pas en tant que tel. Mais évidemment que la question religieuse, non mais ça ne nous intéresse pas au sens de le savoir. Et évidemment que ce qu'a évoqué Jérôme en disant on est à la fois des professionnels, des citoyens et des personnes, la dimension religieuse et la dimension culturelle et la dimension spirituelle sont un des éléments, évidemment, de la manière dont les hommes et les femmes vont interagir. Donc, quand la question du spirituel, du religieux, de l'intériorité se pose, elle est traitée, bien évidemment, elle fait partie, au fond, de ce que sont les gens, et ça marque aussi potentiellement. Mais si la question, c'est de savoir si le programme, de ce point de vue-là, n'est pas marqué d'une appartenance d'obédience, si je me permets de dire comme ça, mais la question de la personne est évidemment elle peut venir avec ça. Elle peut venir avec ça, et il y a des éléments importants dans l'histoire d'ailleurs de notre maison. De l'ICP, évidemment, c'est pas neutre de ce point de vue-là. Donc, premier élément, identification des tensions. Ça, je pense que c'est un élément important. Et puis, on va décliner, je ne vais pas tout dévoiler, mais juste donner quelques éléments peut-être de thématiques sur lesquelles on travaille. On va essayer d'identifier ce qu'on peut qualifier de complexité et d'incertitude. Ça, c'est déjà un élément important, parce que le mode de fonctionnement culturel dans lequel nous sommes était plutôt structuré sur l'idée que le monde était non pas incertain mais certain, et non pas compliqué mais complexe, mais plutôt compliqué. Et on va travailler ces notions-là, parce que c'est assez déterminant de bien se positionner sur le fait que, je reprendrai une formule d'un philosophe que je trouve assez pertinent, qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui dit: quand tout se passe normalement, rien ne se passe comme prévu. Et c'est vrai que dans la vie sociale, dans l'entreprise, dans la vie économique, on est plutôt sur le schéma implicite, par devers nous, d'une certaine manière, que quand tout se passe normalement, tout se passe comme prévu. On fait des plans prévisionnels, on fait des plans stratégiques à 10 ans, à 20 ans, etc. Et on voit bien que la crise Covid a été un élément important, parce que les plans stratégiques, les plans opérationnels, etc., tout d'un coup, à 10 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais quand même. Et il y a des tas d'entreprises qui se sont retrouvées dans des situations où prévoir à 6 mois, c'était même impossible. Voilà. Donc, l'inattendu qui surgit, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. C'est toujours d'une certaine manière comme ça. Et donc, on essaie de travailler sur la compréhension de comment une pensée de l'inattendu, donc de l'incertitude, vient changer au fond le rapport de l'entreprise par rapport à son environnement. Et puis la complexité, c'est le fait que on n'a pas les recettes. Complexité, ça veut dire l'entremêlement, ça vient de plecto, c'est l'entremêlement en fait des multiples parties prenantes, quoi. C'est la trame, l'enchevêtrement, l'entremêlement des fils de la trame du tissu initialement. Et donc voilà, on est enchevêtré, on est interdépendant. Donc comment on retrouve au fond ce sol d'interdépendance où chacun a des rôles, des compétences, des métiers, a des intérêts contradictoires, etc. Et c'est ça au fond le lieu de l'exercice de la responsabilité dans une entreprise, une organisation, de quelque secteur qu'elle soit. Donc on essaie de tracer ça, de le clarifier. La deuxième séance tourne autour, je vois que Katia a donné dans la conversation un certain nombre d'éléments. Agir en responsabilité dans un monde en transformation. C'est quoi le monde qui est en transformation? Qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça veut dire que agir en responsabilité? Et là, c'est une séance où on travaille plutôt sur la question de l'éthique, à partir de Ricoeur en particulier. On va essayer de creuser le rapport entre, au fond, les
les marges de manœuvre qu'on a dans les process, dans les normes. Donc, c'est la question de la tension entre les normes et les normes, les process et la pratique, avec la question de la liberté. Est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Comment on prend la marge de manœuvre? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, c'est plutôt la question de l'éthique. On a une séance suivante qui est sur la question de diriger, oser la relation. On va travailler, alors là, on travaille de manière un peu décalée à partir de la médecine, sur la décision médicale comme une espèce de métaphore au fond de quelque chose qui pourrait éclairer la manière dont on décide dans une organisation et autour de la question de la relation. Je ne développe pas trop, mais pour le dire très simplement, alors je ne sais pas si ça va être simple, mais au fond, on pense que la décision, c'est du rationnel, alors que souvent, la décision, c'est du relationnel. Donc, c'est comment le rôle du dirigeant, est de créer les conditions de relation qui vont faciliter, accompagner la décision, avec en arrière-fond l'idée que si on décide, c'est pour que la décision soit appliquée. Il y a beaucoup de décisions dans les lieux qui sont les nôtres, qui sont prises et qui ne sont jamais appliquées. Voilà. Et donc, comment on fait, quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire que cette relation, oser la relation, c'est le rapport à l'autre, le rapport à l'altérité, la vigilance, la capacité, etc., à écouter, à s'ouvrir. Donc, plein de thématiques un peu anthropologiques sur la relation qu'on va travailler. La quatrième séance est plutôt dédiée à décider à l'épreuve du sens, le sense making. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur un outil qui en fait travaille sur la question du sense making. Nous, on n'utilise pas cet outil-là. Enfin, je le connais pas, je regarderai, mais là, on va travailler plutôt sur des business cases avec un prof de l'ESSEC, un chercheur de l'ESSEC. Et on travaille sur d'analyse au fond dans les situations de crise et à fort risque et à impact risqué pour l'organisation, comment on décide. Et l'idée centrale, enfin, une des idées centrales de cette séance, c'est de travailler sur le fait que au fond, le sens se construit sans cesse et il faut sans cesse réapprendre ensemble pour construire du sens. Le sens n'est pas donné. Vous savez, on a l'habitude de dire il faut donner du sens. Ben oui, mais non, personne ne donne du sens. Qui est dépositaire du sens? Dans un monde en transformation, dans un monde incertain et dans un monde complexe, personne ne peut prétendre là être l'auteur de donner du sens. Donc, par contre, le sens se construit. Il se construit au quotidien des rencontres, des quotidiens, des décisions, etc. Donc, on va travailler sur cette question. Qu'est-ce que c'est que le sens? Et puis, comment on a une nécessité d'une posture de sans cesse à réapprendre ce que jusqu'à présent on croyait savoir. Voilà. On croyait faire. On croyait la bonne organisation, etc. La cinquième séance est une séance autour de la posture managériale. Là aussi par un prof de l'ESSEC qui autour du manager-manager, c'est-à-dire au fond, quand on dirige, ben, on n'est pas que dirigeant ou manager, on est aussi manager, quoi. Tous autant que nous sommes, on a des comptes à rendre à une autorité, à une institution, à une société, et puis à des N+1. On a tous, la plupart d'entre nous, des N+1. Voilà. Donc on est manager-manager, qu'est-ce que ça veut dire et comment on se situe dans cette posture où on est dans un entre-deux, quoi. On a à la fois à répondre à des objectifs et puis en même temps à accompagner la construction de ces objectifs par les équipes, comment on joue ce rôle-là, comment on protège, et puis autour des rapports entre à la fois l'organisation, à la fois la culture et à la fois la relation. Jérôme a dit tout à l'heure, il fait de plus en plus noir, je vais allumer parce que là on ne voit quasiment plus. C'est mieux. Excusez-nous, je n'avais pas vu que ça se sombrissait. Jérôme a dit que le dirigeant devenait un pédagogue. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est voilà, comment le dirigeant fabrique aussi une culture qui va être en capacité de partager. Donc, les rapports entre organisation, culture et relation. Voilà, ça, on va travailler ça. Et puis, une séance 6 qui sera sur la question de la performance de l'écosystème et comment il y a un enjeu d'avoir une certaine hygiène de l'écosystème. Voilà. Comment on prend soin et comment on est de... On fait émerger de la performance de quelque chose de complexe et de...
Voilà. Et la 7, la relecture dont vous parlez, Marc, tout à l'heure. Voilà. Il parle bien quand même, Marc. Hein. Vous avez vu ça. On a à peu près fait le tour. On est à, voilà. Peut-être, je ne sais pas comment vous voulez, Katia, tu veux qu'on fonctionne, si c'est simplement par le chat. Alors, il y a une question sur l'approche systémique. Elle est pas abordée en tant que technique, mais elle est partout, en fait. J'allais dire, on convoque un certain nombre de choses et d'outils et qui sont plus issus par notre expérience à travers le travail qu'on a fait depuis une dizaine d'années, mais qui touchent en effet parfois à différentes techniques dont la systémie fait partie. Donc, quand on parle d'écosystème, bien sûr, on parle d'un système. Et donc, on va essayer de voir comment on peut avoir une lecture d'un écosystème et quelle est la tactique qu'on va employer pour justement avoir le meilleur bénéfice et le bénéfice non pas au sens financier, mais le meilleur impact en essayant d'économiser la ressource ou l'énergie. Donc, bien sûr, on parle de ce genre d'approche à notre façon et de façon relativement libre, parce qu'on a bien remarqué qu'il y a un moment où le manager est obligé justement d'appréhender son environnement comme étant un système vivant dans lequel il est lui-même acteur. Tu posais, Marc, la question de savoir comment. Est-ce qu'on pose des questions, Katia, peut-être? Oui, alors, j'invite un petit peu les participants à continuer à poser des questions. Moi, j'en aurais peut-être une pour eux. Donc, ces séances sont très riches, on le voit bien. Elles incitent justement à la prise de recul. Sur combien de temps s'étalent ces séances à peu près? 9 mois, une année, 8 mois, 8 mois. 9 mois, ouais. Ouais, 8 mois. Parce que souvent, il y a 2 mois. Ouais. Donc, c'est sensiblement une séance tous les mois et demi à peu près? Tous les mois. Donc, ce qui laisse la possibilité de dégager du temps pour les professionnels qui souhaitent effectivement être accompagnés sur ce type de formation, et puis permet justement cette prise de recul qui est une véritable réflexion sur le long terme. Oui. Oui, on a des gens qui viennent même de loin, hein, qui viennent pour une séance. Alors, généralement, ils organisent ça autour de rendez-vous professionnels, etc. Mais on a des gens qui viennent de Bordeaux, d'autres de Marseille. Enfin bon, voilà. Justement, parce que quelque part, ils y trouvent aussi un temps de respiration, quelque part, de partage et de respiration. L'objet, quand on dit respiration, le contrario de respiration, c'est l'apnée. Hein. On voit bien que les gens sont sous apnée dans beaucoup d'organisations et que donc tout le travail qu'on fait a justement pour objet en fait de les aider à retrouver de l'air, notamment par la relecture de l'écosystème, des représentations mentales, des postures, des tensions. Et c'est là où je vous disais, ce qui est assez merveilleux quand on voit nos anciens 5-10 ans après, c'est que les effets, ça nécessite, comme disait Marc, une certaine forme de laisser descendre tout ça en profondeur dans ce qu'on est en tant que personne. Ça prend du temps, ça infuse, mais ça donne, voilà, ça allège le poids quand même assez considérablement de la responsabilité pour beaucoup de nos participants. Et quel est le type de profil typiquement qui peuvent être intéressés par ce type de formation? Est-ce que ce sont forcément des managers, des gens qui vont gérer des business units? Est-ce que ça peut être un fondateur d'une start-up qui n'a pas forcément beaucoup de, mais qui au contraire peut avoir beaucoup de questions éthiques, de mise en place en fait de sa structure, de son avenir, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler tous les deux un petit peu des cibles déjà qui ont déjà fait cette formation et celles qui pourraient être intéressées en fait? Alors souvent, dans 90% ou 95% des cas, c'est quand même des gens qui sont en position de management. Ce ne sont pas tous des dirigeants, mais il y a quand même une dominante de dirigeants. Il y a parfois des gens qui sont en position de management opérationnel pur. Mais ce sont des gens qui ont une certaine. Ce qui caractérise tous ces gens, c'est qu'il y a une sorte d'appétence à la prise de recul, à la réflexion. Les gens viennent à l'Institut Vaugirard avec un besoin de réfléchir, de poser des choses. Et donc, ça, c'est vraiment. Et de venir partager une difficulté et de se relire. Dans sa pratique et d'apprendre des autres et d'apprendre par justement ces apports qu'on essaie
de mixer entre théorie et pratique avec des intervenants extérieurs ou l'expérience de marque et de moi-même. Donc là, ça, par contre, ça, c'est vraiment le fond, oui, le fond de tout le monde. Sur le plan des profils, on a eu, c'est assez divers. On a eu des gens qui pouvaient être un chef de service dans une clinique, enfin des managers d'équipe dans une clinique. Ça peut être des gens qui sont en position managériale dans un groupe de presse. Ça peut être, on a des officiers de gendarmerie qui sont venus. On a des directeurs financiers de grands groupes. On a vu des DRH. Des patrons de PME aussi, hein, qui sont dans des PME de personnes. Des fondateurs de start-up, des fondateurs aussi, oui. C'est très Ça varié. reste très large en fonction, effectivement. Oui, l'intérêt, c'est cette diversité, c'est-à-dire, ça, c'est important. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a toujours un entretien préalable voilà, avec ceux qui souhaitent suivre cette formation pour bien qualifier si effectivement on est bien dans le bon. C'est moins le secteur et la fonction que aussi l'état d'esprit. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Je vois qu'il y a une question en quoi c'est différent d'un coaching d'équipe. Alors, je ne sais pas si moi, je dirais que ce n'est pas un coaching d'équipe. On ne fait pas du coaching d'équipe. On va rentrer dans le dur d'une réflexion aussi théorique. Donc, on est là pour travailler dans le dur. Voilà, on n'est pas. Le but, c'est pas le coaching d'équipe. Par contre, il y a, on peut dire, un soutien entre pairs. Je ne sais pas comment toi tu dirais ça, mais qui permet une sorte d'accompagnement, etc. Mais moi, je ne me sens pas coach par rapport à cette formation-là. C'est pas, alors toi qui... On est dans l'outillage du coaching, ça c'est sûr. Il y a des choses qu'on peut, là encore, qu'on peut retrouver dans le coaching, qu'on va retrouver dans nos formations, comme la systémie, mais on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est vraiment là. J'allais dire, ce qui nourrit notre travail, c'est vraiment l'anthropologie, la philosophie, le sens des éléments d'histoire, de sociologie, mais on n'est pas du tout dans le coaching qui est pratique. Hein. Moi-même, j'allais dire, je termine une formation de coach, donc je vois bien ce que ça peut apporter, mais on n'est pas dans le même, c'est pas le même outillage, on va dire. Alors, c'est une formation qui a été créée par des dirigeants pour des dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous parler du cercle des dirigeants que l'IVHM a lancé récemment, justement? Et qui sont les gens, les personnes en fait qui font partie de ce cercle notamment? C'est intéressant parce que voilà, on a créé il y a 1 an le cercle dirigeant Esprit Critique. Souvent des anciens. Et en fait, c'est tous les 8 dirigeants avec qui on a créé le cercle, c'est tous des anciens du programme dirigeant qu'on vient de présenter. C'est-à-dire que d'abord, ça veut dire qu'il y a de la relation qui s'est nouée, etc. Et puis une appétence pour continuer et creuser. Voilà. L'idée, ça a été de dire, après ce parcours-là, cette expérience-là, comment on continue et comment on continue dans cette exigence-là de réflexion sur la question opérationnelle. Et donc, voilà, donc il y a je ne sais pas si, Katia, tu vas envoyer le document de présentation du cercle, etc. Mais voilà, il y a un patron d'une patron d'une ETI, il y a une patron d'un très gros organisme en fait, dans le domaine du social et du soin. Il y a un patron de la SNCF, un des dirigeants de la SNCF. Il y a la directrice de l'éthique d'ADP. Voilà, voilà, donc c'est assez divers en fait. Mais ce sont ces gens qui ont une forme d'appétence pour, voilà, pour se relire, la réflexion, le partage, l'ajustement, voilà, son propre ajustement et réajustement. On a ça en commun. Et puis il y a un goût de l'homme et de la femme au sens, il y a un goût pour la patte humaine en fait quelque part. Ce qui nous lie vraiment fondamentalement, c'est qu'on croit, il y a une sorte j'allais dire, de posture de devoir d'optimisme dans le monde qui est en train d'émerger, et de rendre ce monde-là humainement supportable, humainement portable, et
Et voilà, et on est tous mus par ça, en fait, hein. Mmh. Et c'est probablement ce qui est plus fort et qui nous lie fondamentalement. Il y a une sorte oui, d'optimisme et de réalisme très, très centré autour de construire une société humaine et plus, j'allais dire oui, humainement portable et assumable, quoi. Mmh. Alors, je vois la question, est-ce qu'on va écrire un livre sur le sujet? D'abord, on a déjà publié un certain nombre de trucs, voilà. Et du coup, ça permet de préciser quelque chose. J'ai oublié d'indiquer, c'est que chaque séance est, Obligé d'un est livret, l'objet ouais. d'un livret après la séance, hein. Donc, il y a une espèce de compte rendu qui n'est pas un compte rendu avec un PowerPoint, des bullet points, etc., hein, qui est un vrai, en soi un mini-livre d'une dizaine de pages qui retrace un peu la séance, à la fois le contenu théorique, les échanges qu'ils ont eu, etc., et ce qu'on peut en faire. Et ça permet d'ailleurs du coup le travail de relecture. Donc à la fin du parcours, les gens ont six livrets assez conséquents qui restent une trace importante pour eux. Est-ce qu'on a prévu d'écrire un livre? Moi, il Oui, y a un il truc y en a cours, quelque ouais. chose en cours. Voilà. Il y Alors a de toute un premier manuscrit jeté, maintenant il faut qu'on s'y recolle, quoi. est-ce que vous avez d'autres questions? On arrive pratiquement à la fin de cette session. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous partager dans le fil de discussion, des liens, que je vais partager maintenant. Voilà, hop. Donc il y a différents liens. Donc tout d'abord, si vous avez besoin de prendre contact avec nous, si vous voulez aller plus loin, dans les informations, les demandes et cetera, je vous ai mis le lien, pour prendre contact avec la formation continue. Ensuite, ici, donc, le démarrage de la prochaine formation aura lieu le 18 avril. Par ailleurs, Marc, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais il y a possibilité aussi, de construire de la formation sur mesure en intra pour, les grosses entreprises notamment ou des petites entreprises qui gèrent des BU par exemple, pour pouvoir former les responsables de BU. Ça, c'est une Oui, possibilité. c'est une possibilité et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que ça se co-construit. C'est-à-dire que Mmh. il y a un travail de co-construction et on a plusieurs programmes intra-entreprises comme ça. On a compté, on a dû former à peu près 500 managers en intra dans différents types d'environnements. Donc, ce sont des choses. Mmh. Et on accompagne D'accord. les comités de direction des entreprises voilà, sur des thématiques pour faire réfléchir les comités de direction dans des séminaires. Donc, on organise des séminaires à la demande. Voilà, ça, ce sont des services, supplémentaires que l'Institut, Vaugirard Humanité et Management, peut proposer, justement, dans le cadre de la formation continue également. Alors, je vous ai mis aussi des ressources, hein, des témoignages et des articles que l'on a publiés sur le site de l'Institut catholique de Paris, notamment, le portrait de David Groison, qui est directeur des publics, jeunesse chez Bayard et qui a suivi, la formation. Un billet de Jérôme Gasquet, sur les postures du dirigeant, les différentes postures du dirigeant. Également, si vous avez des questions ou des besoins d'informations supplémentaires sur tout ce qui est financement et sur l'inscription, au parcours. Je vous ai également mis, on parlait tout à l'heure du cercle des dirigeants, donc il y a une conférence qui est organisée la semaine prochaine, le 22, mars précisément, sur lequel vous pouvez vous inscrire, qui aura lieu en distanciel et en présentiel aussi sur le campus parisien. Voilà, donc vous pouvez aller vous inscrire à cette webconférence où sera présenté en fait le cercle des dirigeants et où interviendront, les différents membres fondateurs, qui ont été, évoqués tout à l'heure. Également une enquête de satisfaction qui vous sera adressée, par la suite, à la suite de cette, conférence. Merci si vous prenez un petit peu de temps pour répondre, à cette enquête, parce que ça nous permet aussi, bah, d'améliorer, les futurs rendez-vous de la formation continue. Voilà.
Alors, je vois une question. Quelles sont les questions que vous aimeriez que l'on vous pose? Très bonne question. Oui, non. Est-ce que ça nous rend heureux? Oui. Ouais, oui, très bien, très bien. Oui, tout à fait. On y prend. Est-ce qu'on y prend du plaisir, un immense plaisir? Et c'est important, hein, ça fait partie de. On n'est pas dans le perroquet depuis 10 ans, on est dans le plaisir partagé et le cheminement commun. Et pour la question, quel type de texte philosophique présentez-vous? À la fois du Bauman, à la fois du Ricoeur, à la fois du François Julien, à la fois du Peter Sloterdijk. Voilà, donc ça au moment où voilà, des références philosophiques. Donc, on va creuser, alors par petits bouts aussi. Hannah Arendt aussi. Comme ça. Alors, ben voilà, écoutez, je pense qu'on Mais 28, on est presque à l'heure. ouais, tu as vu ça, hein, Ouais. on est très fort. Donc n'hésitez pas à revenir dans le fil de discussion pour, avoir accès à tous les liens que nous avons mis, là. De toute façon, nous allons revenir vers vous, comme je vous disais, pour l'enquête, mais aussi pour vous adresser le replay de cette webconférence, que nous éditerons, je pense, d'ici la fin de la semaine. Voilà, écoutez, merci à tous. Merci Merci à Marc, merci tous. Jérôme pour cette présentation Compris. À très et nous bientôt. vous souhaitons, une très bonne soirée. Merci à tous. Voilà. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.